Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon expérience du premier festival de dev perso que j'ai fait dans ma vie parce que ça a été une grande leçon à tellement de niveaux. Pour te donner un peu de contexte, on est en 2016. Je viens tout juste de terminer ma certification comme praticienne en QHHT, qui est la méthode d'hypnose de Dolores Cannon. J'ai 32 ans, je vis à Paris. Mon chéri de l'époque, qui est très cartésien, lui vit à Berlin. C'est aussi le début de mon chemin de travail sur moi et aussi le début de ma pratique d'hypnose. En fait, ma reconversion va être très proche puisque je vais pas tarder peu après le festival. À ce moment-là de ma vie, je découvre aussi Mindvalley. Si tu ne connais pas Mindvalley, c'est une plateforme en ligne de dev perso qui offre des cours des plus grands noms du dev perso américain à des prix qui à l'époque me paraissaient chers mais qui sont assez raisonnables en fait. En général, c'est toujours dans les $300. Et qui, pour chaque cours qu'ils lancent, font des masterclass gratuites d'1 heure. Et je bouffe littéralement toutes les masterclass qu'il peut y avoir. J'apprends pas mal de choses sur plein de choses. Et c'est vraiment un moment de ma vie où je me sens appelée à rencontrer d'autres personnes comme moi. Je me sens assez seule à Paris parce que je connais pas tant de monde. Les gens que je connais sont du monde de l'illustration. Il y a personne vraiment dans mon entourage qui est en train de suivre la voie que je suis en train de suivre. Donc ouais, j'ai vraiment cette envie de communauté. Et je découvre que Mindvalley organise un festival qui, honnêtement, d'après la bande-annonce, a l'air d'être le Woodstock du dev perso, quoi. Le programme, c'est sport le matin, yoga, méditation, et conférence toute la journée. Et le soir, c'est gros stuff. Grosso modo, Vishen Lakhiani, qui est le fondateur de Mindvalley, a réfléchi à quoi ressembleraient ses vacances idéales et il a transposé ça à son business. Donc comme il avait envie de partir avec des potes, de faire la fête et de faire du dev perso, c'est devenu le A-Fest. Le A, c'est pour Awesomeness Festival. C'est un festival qui existe déjà depuis un moment, au moment où je le fais. À l'époque, il y en avait 2 par an. En général, il y en avait un en Europe et puis un plutôt en Amérique. Et donc, je m'inscris à celui qui est proche de chez moi, qui est en Grèce. Et chaque festival a un thème. Celui-ci va être sur le thème du... alors, ils appellent ça biohacking, mais c'est comment hacker son corps et son cerveau. Pour participer à ce festival, je dois remplir une sorte de CV. Parce que c'est un peu un festival très exclusif, ou du moins ça donne l'impression que c'est très exclusif avec des gens triés sur le volet, parce que par la suite, je vais comprendre que en fait, ce formulaire sert surtout à trier les Américains des non-Américains. Comme les organisateurs veulent donner vraiment un aspect international à ce festival, ils limitent les Américains à 50% des participants. Donc si tu n'es pas américain, il y a des grandes chances que tu puisses rentrer. À l'époque, pour moi, faire ce festival, c'est vraiment un budget, parce que l'entrée au festival coûte à peu près, de mémoire, 3 000 €, et c'est sans l'avion ni l'hôtel, sachant que pour l'hôtel, tu dois t'héberger dans l'hôtel 5 étoiles où il y a tout le monde. Heureusement, il y a un groupe Facebook qui est créé avec le festival, et dans le groupe Facebook, on peut s'échanger qui on est brièvement se présenter pour trouver des colocataires et partager des chambres.
Je trouve sur ce groupe Facebook 2 nanas avec qui on va se partager une chambre. Il y a une Mexicaine et une Portugaise. Sur le papier, elles ont l'air plutôt sympas et je suis assez contente de faire ça. Je pars seule, puisque mon copain n'est pas du tout, c'est pas du tout intéressé par ça. Je connais personne là-bas, mais l'anglais n'est pas un problème pour moi. Et en plus, en design humain, j'ai le canal 3536 qui adore les nouvelles expériences. Donc j'y vais tout feu tout flamme. J'arrive à Athènes, je passe une première nuit à Athènes dans un Airbnb, et puis ensuite je prends le bateau le lendemain qui m'emmène à Mykonos. Sur le bateau, je tombe sur un petit groupe d'Américains qui se connaissent déjà et qui ont l'air de faire partie du festival et qui m'accueillent très vite. Ça commence super bien, tout le monde déjà dans le bateau parle, en général ont déjà fait un ou plusieurs festivals et me disent qu'à chaque fois qu'on fait un festival, il y a un avant et puis il y a un après. Parmi ce groupe, il va y avoir notamment un homme qui est kiné et une femme qui est un peu très sorcière sur les bords, avec qui je vais passer le reste du festival et que je vais très peu quitter au final. On arrive sur l'île et en arrivant, on te donne les clés de ta chambre, ton badge, on te donne une pochette avec un cahier, des stylos et tout un tas de petits merchandising qui va avec. On te fait installer une application qui va te servir pendant tout le festival. Sur cette application, il y a le programme de chaque jour et puis il y a une partie chat aussi où on peut discuter avec des gens qu'on rencontre et il y a aussi une partie annonces où ils font toutes les annonces, aussi les parties objets perdus, etc. Bref, c'est très très professionnel. On prend aussi ma photo avec un Polaroid. Cette photo va être attachée à une enveloppe. Cette enveloppe va servir pendant tout le festival. En fait, dès que tu rencontres quelqu'un avec qui tu as une bonne connexion, que tu aimes bien, en fait, tu peux lui laisser un petit mot doux et le glisser dans l'enveloppe. Dans ce festival, on est 300 personnes et il y en a qui arrivent le premier jour, le jour d'avant, le premier jour, parce que ça ouvre un jour avant avec des petits ateliers et puis après le festival commence vraiment le lendemain. Donc il y en a qui arrivent comme moi ce premier jour et d'autres qui arriveront après. C'est hyper international, il y a des familles, il y a des couples, et puis il y a pas mal de gens aussi qui viennent seuls, et la moyenne d'âge, je dirais, doit être à peu près de 25-40 ans. Quand j'assiste à ma première conférence atelier le premier jour, je découvre la manière américaine de faire des conférences, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire en Europe. Quand tu rentres là-bas dans les salles, il y a une grosse musique, genre ambiance disco, tout le monde est en train de danser, il y a une présentatrice qui ambiance la salle et qui la chauffe avant que les présentateurs arrivent. Enfin, c'est vraiment... en anglais, ils appellent ça high energy, c'est grosse énergie, quoi. On fait monter ton énergie direct quand tu rentres dans la salle. Je vais voir plein de conférences, mais la plupart des gens qui sont là en fait et qui donnent les conférences, il faut bien comprendre comment je fais ça. En général, je les connais pas ou pas très peu, et je découvre surtout leur réputation bien après le festival. Le festival dure 5 jours. Et les 5 jours s'enchaînent. En général, je me couche vers 4 heures du matin et je me lève vers 8 heures du matin. Mais même si je dors que 4 heures par nuit, je suis pleine d'énergie. Je me réveille, je vais à la méditation du matin, ensuite j'enchaîne les conférences toute la journée et le soir je vais aux soirées et chaque soirée a un thème. Il y a une soirée notamment qui était une soirée déguisée où il fallait venir en tant que dieu ou déesse grecque et je me souviens du thème de la dernière soirée où il fallait être habillé tout en blanc. Mais les thèmes, on nous les avait donnés à l'avance, donc on avait pris dans nos valises ce qu'il fallait pour. En général, les soirées, je danse un peu, mais je finis surtout au bar à papoter avec des gens et avoir des discussions hyper profondes. Je bois pas tellement, c'est juste que voilà, c'est l'endroit le plus calme pour papoter à ce moment-là. Les matins, j'ai expérimenté de très très belles méditations.
notamment une avec Marissa Peer, je me souviens qu'il y en avait une avec Jeffrey Allen, et il y en avait une avec Emily Fletcher, qui me permettent de vraiment bien commencer la journée. Et puis dans la journée, j'enchaîne les conférences, et pour te faire un petit résumé, dans les conférences qui m'ont vraiment marquée, il y a celle avec Marissa Peer, avec qui je fais ma première hypnose de groupe, et avec qui je me formerai plus tard, parce qu'elle va sortir sa méthode après ce festival-là, qui m'a vraiment permis d'expérimenter l'hypnose classique, entre guillemets, mais fait par quelqu'un d'autre. Je vais rencontrer aussi Robin, alors je vais essayer de prononcer son nom de famille, Farmayan, qui explique qu'elle a la maladie de Crohn, et que du coup, ayant eu la maladie de Crohn, elle s'est retrouvée confrontée beaucoup au système médical, et elle explique le concept que je retiendrai toute ma vie, qui est être le PDG de sa santé. Elle explique que vraiment le monde médical, il faut le voir comme si c'était des consultants qui sont là pour te donner leur avis, mais qu'il faut jamais oublier que la décision finale te revient. Et que c'est à toi de voir, choisir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Parce que je me souviens très bien qu'il y avait des choses que le corps médical voulait qu'elle fasse, qu'elle a refusé, etc. Et que, finalement, c'était ce qu'elle en avait retenu. D'ailleurs, je crois qu'elle en a fait un TEDx de mémoire. Je découvre aussi pendant ce festival une femme qui s'appelle Sonia Choquette, dont la spécialité est d'aider les gens à reconnecter à leur intuition. Et je la vois vraiment comme une petite fée qui arrive sur scène, hyper joyeuse, hyper sautillante. Et parmi tout ce qu'elle dit, à un moment donné, elle nous fait faire un exercice, donc je me souviendrai toujours, qui est de danser. Mais de danser d'une certaine manière. Donc on danse pendant 4 minutes sur une musique qui ressemble un peu aux musiques de Mika. Et le but, c'est pendant 4 minutes de faire que des mouvements qui sont différents les uns des autres. Donc d'être toujours dans l'improvisation, d'être jamais dans la répétition, en faisant des grands sons. On fait un mouvement et à chaque fois on fait ha, ha, ha. Bref, ça pendant 4 minutes. Et en fait, ce qui se passe pendant 4 minutes, c'est que au bout de la première minute, ton cerveau droit commence à se poser des questions et à être très confus parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas de répétition. Et donc au bout d'une minute, le cerveau droit commence à connecter avec le cerveau gauche. Et à la deuxième minute, le cerveau gauche commence à connecter avec ton cœur. Et à la 4e minute, quand tu as fini, tu es entièrement, complètement dans ton cœur. Ce qui veut dire que n'importe quelle question que tu poses à toi ou aux autres à ce moment-là, tu as automatiquement la réponse de ton cœur. Si jamais c'est un truc que tu veux faire, sache que tu peux retrouver ces conférences sur YouTube. Notamment, elle en a fait une avec Lilou Massé, qui est en français, enfin traduite en français. Donc si tu tapes Sonia Choquette, tu pourras faire cet exercice de danse. Je mettrai le lien dans les notes. Et puis il y a un autre truc qui m'a vraiment marqué. C'était pas vraiment une conférence en soi, parce que c'était pas officiellement là, mais il y a un des participants du festival qui venait chaque année apparemment, qui proposait un atelier dehors sur la pelouse, qui était un atelier de respiration. Alors je sais plus si c'est de la respiration holotropique ou comment ça s'appelle, mais il nous a mis 2 par 2. Donc on était en binôme avec quelqu'un, et on était dos à dos, et on devait respirer en même temps. On devait inspirer, expirer en même temps, très fort, très vite. Et je me souviens que moi, ça m'a mis en transe, mais direct. J'ai jamais vécu ça. Je suis partie en transe, j'étais en train de survoler l'île. Alors c'était assez fou. Mais ce qui était plus fou, c'est qu'il y a des gens autour de moi pour qui ça déclenchait des orgasmes. Donc j'étais littéralement en train de faire mon exercice avec des gens qui gémissaient autour de moi. Vraiment, quand j'y repense avec le temps, c'était assez ouf, quoi. Bref. Personne se touchait, c'était vraiment juste la respiration. Enfin, c'était... Bref, une expérience. Voilà un peu pour les conférences que j'ai retenues. Il y en avait plein d'autres où j'ai appris plein de choses. Mais ça, c'était vraiment la crème de la crème pour moi. Faut bien comprendre que quand tu vas à un festival de 300 personnes, tu peux pas parler à tout le monde, ça fait trop de gens.
Donc j'ai dû parler à peut-être une trentaine de personnes, peut-être un peu plus, mais il n'y a pas de hasard dans les personnes à qui tu parles, et finalement, la trentaine de personnes à qui j'ai parlé, ça a toujours été des gens avec qui j'ai eu des connexions hyper fortes. Euh, alors je sais pas si c'est à cause de l'énergie, des trucs, enfin, moi j'avais l'impression de rencontrer plein d'âmes sœurs. Et par âme sœur, j'entends des personnes avec qui que j'avais l'impression de connaître déjà d'un autre temps et d'un autre moment. J'ai pendant ce festival des échanges hyper riches dans ce que je peux partager. Je me souviens d'un moment par exemple où j'étais sur la plage avec une femme qui venait juste d'avoir la réalisation de pourquoi elle n'arrivait pas à avoir d'enfants et qui venait de se rendre compte que en fait son mari voulait des enfants mais qu'elle au fond elle en voulait pas et que c'est pour ça que ça ne marchait pas et qui se sentait mais tellement soulagée de le verbaliser et d'avoir découvert ça. Ce qui était enfin, ce qui est intéressant c'est qu'en fait cette femme c'est aussi une psy pour enfants en Australie. Je me retrouve aussi beaucoup à échanger avec, je vais l'appeler la sorcière, mais la femme que j'ai rencontrée sur le bateau, qui a une vie absolument incroyable. Honnêtement, j'espère qu'un jour elle écrit un livre dessus parce que c'est rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. Elle a vécu plein de choses, mais notamment elle voit les morts et je me souviens qu'elle me racontait que elle avait chopé à Athènes, avait passé plusieurs jours à Athènes avant le festival et elle avait chopé une entité, enfin un défunt, une âme perdue à l'Acropolis et qu'elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Donc j'essayais un peu de l'aider, mais ça a surtout marché quand elle est repassée par l'aéroport. L'âme est restée en Grèce. Dans les personnes aussi avec qui j'échange beaucoup, bien évidemment, il y a mes colocs. Alors, ma coloc de chambre portugaise, elle est là pour révolutionner le monde de l'entreprise. C'est quelqu'un qui avait travaillé dans les ressources humaines et qui maintenant faisait des conférences dans les entreprises pour expliquer comment, en fait, mettre des horaires, ça limitait la productivité des gens, que si tu donnais pas d'horaire aux gens qui travaillaient en entreprise, ben, ils travaillaient beaucoup mieux parce que du coup, ils pouvaient passer plus de temps en famille et que du coup, ils faisaient tout pour être plus efficaces au boulot. Que dans les entreprises, si en fait tu donnes à tes employés un nombre illimité de semaines de vacances, ben en fait les gens finissent par prendre moins de vacances que les 5 semaines normalement qu'on donne. Enfin bref, elle me raconte tout un tas de choses. Je découvre plein de choses sur le monde des entreprises. Et mon autre coloc mexicaine, qui est plus jeune que moi, et qui clairement est une extraterrestre qui vient de débarquer sur Terre. Parce que tout ce qu'on échange, j'ai l'impression qu'elle découvre la vie, enfin c'est assez phénoménal, et elle a des yeux mais énormes. J'ai jamais vu des yeux aussi grands. Bref, c'était très drôle, et un échange qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est un des jours du festival, en fait on passe l'après-midi sur un bateau. On va prendre un bateau pour aller voir d'autres îles, et je me retrouve sur le même bateau que Jeffrey Allen, qui est je vais appeler le guérisseur du festival, parce que vraiment c'est le seul qui travaille avec les mains et l'énergie. Et on se retrouve à parler, je lui parle de ce que je fais, à l'époque je coupais le feu, donc je lui parle des guérisseurs français, etc. On échange dessus, et il me propose de m'ouvrir les chakras des mains avec les siens. Ce que j'accepte, et donc c'est très drôle, il pose ses mains juste au-dessus des miennes, et en fait il met l'intention que les chakras de ses mains enseignent aux chakras de mes mains tout ce que lui sait déjà faire. J'ai trouvé ça hyper cool et généreux de sa part, c'était vraiment très chouette. Et on échange aussi sur le Wi-Fi qui est absolument mais terrible dans l'hôtel. On a très peu de connexion dans les chambres, et il me raconte que lui il a découvert que comme il avait qu'une barre dans sa chambre, et qui commençait à se plaindre du Wi-Fi, s'est rendu compte que, mais en fait, le Wi-Fi, c'est une énergie comme une autre. Et que donc, il a juste augmenté, fait venir plus d'énergie dans sa chambre, et qu'au moment où il a fait ça, en fait, le nombre de barres Wi-Fi sur son téléphone augmentait, et que du coup, depuis, il a un excellent Wi-Fi dans sa chambre. Donc sachez que votre connexion peut être optimisée. Voilà. Bref, j'ai adoré cet homme.
Et puis, il y a le bon côté du festival, là, dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, et il y a aussi ce que moi je vais appeler la face cachée du festival. Mais je découvre aussi, plus les jours passent, que il y a certaines personnes qui sont là pour travailler sur eux, qui sont vraiment là pour grandir, et puis il y a des gens qui sont vraiment là pour faire la fête, boire, trouver des partenaires sexuels, enfin voilà, qui sont là pour complètement autre chose, autre motivation que la mienne. Je découvre aussi qu'il y a certains conférenciers qui ont beau être des grands noms, qui sont vraiment là que pour l'argent et faire de l'argent. Notamment, je pense à une conférencière qui, le dernier jour, était dans le même bus que moi et qui échangeait avec son assistante sur combien d'argent elle avait fait et que c'était pas suffisamment, que c'était moins que le festival d'avant. Enfin bon, bref. Voilà, c'était pas, j'ai envie de dire, pas très glorieux. Euh, je pense aussi notamment à un des participants, un des conférenciers, qui était un docteur spécialisé en nutrition et qui était sur, pas le même bateau que moi, mais le bateau de mon pote kiné. Et mon pote kiné lui avait posé plein de questions parce qu'il s'intéressait beaucoup au sujet. Et pour chaque question qu'il posait, ce gars lui répondait bah, t'as qu'à acheter mon livre. Et il lui a dit aussi en plein milieu de la conversation que si tout d'un coup une jeune fille sexy venait pour lui parler, il arrêterait la conversation avec mon pote. Euh, je me dis ok, quand même intéressant pour, pour des gens ouais, qui prêchent, qui prêchent quelque part la bonne parole. Enfin bref, ça m'a un peu montré son vrai visage. Euh, je pense aussi à une des conférencières qui était la tantrika du festival, et aussi qui a une vie aussi complètement incroyable, qui a grandi dans une secte américaine, qui a été abusée par son père et d'autres personnes, qui à 20 ans était clairement suicidaire, droguée, qui venait juste d'avoir un enfant, qui était perdu, et qui un jour entend une voix qui lui dit d'aller au yoga. Donc elle va au yoga, et arrivée au yoga, à sa première séance, elle retrouve un sens à vie, de l'énergie, et elle pousse le truc, et elle va apprendre le tantra en Inde, et elle se dit vraiment experte en tantra. Mais pour moi, il y a une espèce de dissonance entre ce qu'elle dit et ce qu'elle montre au festival, parce que pour moi, quelqu'un qui serait experte en tantra, en fait, elle pourrait porter un sac à patates, qu'elle serait extrêmement sexy et magnétique. Alors que là, elle s'habille hyper sexy, avec des talons hauts, beaucoup de maquillage, et j'ai absolument rien contre ça, mais pour moi, ça allait à l'encontre de son message. Et en plus, je vois bien que voilà, les soirées, elle flirte beaucoup, elle prend des drogues. Et en fait, j'ai plus l'impression que le tantra l'a pas forcément guérie tel qu'elle le dit, mais que ça lui a permis d'avoir un certain contrôle sur les hommes. Et voilà, bon, je me trompe peut-être, parce que bon, dans le lot de ce qu'elle avait à partager, il y avait des choses qui étaient bien aussi, hein, bien évidemment, tout n'était pas à jeter. Mais voilà, je me souviens de elle avec qui j'ai pas raisonné, qui d'ailleurs est décédée, je pense, une année après le festival, d'une overdose. Euh, donc ouais, une overdose qui était un suicide d'ailleurs. Euh, ça m'a beaucoup marqué, bref. Je découvre aussi le fondateur de Mind Valley, je découvre qu'il adore s'entourer de jeunes femmes sexy, et qui d'ailleurs, toutes celles qui travaillent à Mind Valley sont des jeunes femmes très belles. Euh, Moi, je trouve qu'il a un peu, je vais appeler ça le complexe de Napoléon. Alors, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comme c'est un homme assez petit, on sent qu'il essaye de compenser en s'entourant de belles femmes, en ayant des amis très riches et populaires. Enfin, voilà, c'est assez rigolo. Mais en même temps, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il permet de vulgariser beaucoup de choses qui sont pas. Enfin, il a permis de rendre accessible beaucoup de choses à beaucoup de monde. Et bien évidemment, il y a aussi tout le côté américain qui a du bon et du mauvais. Ils sont très pros, ils savent ce qu'ils font. Mais bien évidemment, le dernier jour, c'est très marketing parce que on te pousse à déjà prendre tes billets pour les prochains festivals. Si tu le prends maintenant, tu as une immense réduction, mais tu t'engages à y aller pour, je crois que c'était pour 2 festivals ou quelque chose comme ça. Bref,
Moi, je l'ai pas fait parce que ça me paraissait absurde. Mais voilà. Euh, Ça, c'était pour le côté un peu moins reluisant du festival. Et puis le dernier jour se passe un truc incroyable. Mon ami kiné, quand je lui ai dit sur le bateau que j'étais praticienne en hypnose, m'a dit tout de suite, je veux absolument faire une séance avec toi. Et on n'a pas trouvé le temps pendant le festival parce que voilà, il se passe plein de choses. Mais finalement, le dernier soir, on saute le dîner et je l'hypnose dans sa chambre d'hôtel. Et il part en hypnose. Et c'est une des rares personnes qui part en état somnambulique. Ce que j'entends par état somnambulique, c'est-à-dire que la plupart des gens, quand tu les mets en hypnose, ils se souviennent de ce qui se passe. Lui ne se souvient de rien. Il a l'impression d'avoir fermé les yeux, de les avoir ouverts, et il a l'impression qu'il ne s'est rien passé entre. Alors qu'il a passé son temps à dialoguer avec moi. Moi, quand je le mettais en hypnose, que j'étais en train de faire la séance, je n'avais aucune idée qu'il se souvenait de rien. Voilà, ça se voit pas, ça s'entend pas, c'est comme s'il était là, sauf que lui se souvient de rien. Et voilà, c'est une séance absolument folle. Il va pas du tout dans des vies antérieures, mais il va dans son enfance. Et il y a une deuxième partie, quand on fait des séances QHHT, la première, on va voir la source d'origine de son problème, et ce qu'on allait voir, et la deuxième partie, on appelle ce qu'on appelle le moi supérieur de la personne, qui est la partie de nous qui sait tout, et on lui pose toutes les questions que la personne avait. Donc il m'avait donné ces questions à la séance, et au moment où je fais venir son moi supérieur, cette partie-là de lui, en tout cas, se met à pleurer à chaudes larmes pendant 10 minutes. Et vraiment, j'ai dû commencer par le consoler, mais il était là, son moi supérieur était là. Mais tu comprends pas, je lui dis plein de choses, j'essaie de lui faire passer plein de messages, mais le soir, il est sur sa tablette, et puis il m'écoute pas. Et... Bref, c'était vraiment voilà, inattendu pour moi. Et donc, j'échange avec le moi supérieur, je le rassure en lui disant que de toute façon, l'hypnose est enregistrée, qu'il va pouvoir le réécouter, machin. Et je lui pose toutes les questions qu'il avait. Et notamment, dans les questions qu'il avait, il y avait une question qui était pourquoi est-ce que je me sens différent des autres depuis l'enfance? Et donc, je pose cette question, et là, son moi supérieur me dit parce que il est différent parce que c'est un ange incarné sur Terre. Et à ce moment-là de ma vie, sur le coup, il faut comprendre que j'étais un peu allergique au mot ange. J'aimais pas trop ça, je trouvais que ça faisait trop chrétien. Mais bon, quand on échange avec quelqu'un qui est en état d'hypnose, c'est vraiment pas le moment d'avoir un débat sur les anges, si ça existe ou pas. Je me suis juste dit, bon bah voilà, c'est le mot que lui, il a trouvé pour dire que c'est un être lumineux, etc. Et son moi supérieur continue et me dit, voilà, il est venu sur Terre... Enfin, une de ses spécialités, en tout cas en tant qu'ange, c'est d'avoir la capacité de reconnaître les autres anges quand il les croise. Ce qui était drôle, parce que juste avant la séance d'hypnose, il m'avait dit que quand il rentrait dans les salles, il y avait des gens où il était tout de suite attiré et qui repérait par rapport à d'autres. Donc ça matchait pas mal avec ce qu'il était en train de me dire. Et puis là, son moi supérieur se tourne vers moi et me dit « Mais toi aussi, t'es un ange ». Et là, je me prends une grosse baffe. Parce que je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais bon, je reste professionnelle, je continue la séance et je finis par lui faire un soin. Parce qu'il avait des problèmes physiques. Enfin, c'est plutôt son moi supérieur qui fait son soin, mais qui me demande à un moment donné de l'aide, qui me demande de mettre ma main au-dessus de lui. Enfin bref, on combine tout ça. Et bref, je le sors de la séance d'hypnose. Et lui ne se souvient de strictement rien, alors qu'à côté, dans la chambre d'à côté, il y avait un couple qui s'engueulait et qu'on entendait vraiment, bref, incroyable, ils n'entendaient rien. Et je lui raconte ce qui s'est passé, ce que son moi supérieur a dit, et lui alors, mais ça le soulage instantanément, de savoir que c'est un ange incarné, c'est genre la réponse à toutes ses questions de toute sa vie, et vraiment, je le vois hyper soulagé. Et une fois que j'ai débriefé, on part chacun de notre côté parce qu'il faut vite qu'on se change, c'est la dernière soirée et c'est une soirée qui n'est pas pour le coup à l'hôtel où il faut prendre un bus et c'est la soirée où on est tous habillés en blanc. Et dans le bus, je suis déjà en train de me dire... Enfin, je sais pas comment dire, mon inconscient est déjà en train d'essayer de trouver des excuses et dire mais non, mais j'ai mal entendu, son moi supérieur il a pas dit ça et vraiment je suis déjà en train d'essayer de
refuté tout ce qu'il a pu me dire. En tout cas par rapport à moi être un ange. Mais j'avoue qu'on arrive à cette soirée et tout le monde est habillé en blanche. C'est comme si t'arrivais vraiment à une soirée où il n'y a que des anges. Et on se sépare à la soirée et on se retrouve je sais pas, 20 minutes après, il me retrouve puis il me fait oh, Nina, tu sais pas quoi, j'ai rencontré une personne à cette soirée, une Allemande là-bas, qui vient me dire qu'elle a récupéré ses ailes pendant le festival. Et là, je fais ok, ok. Et puis il repart et moi je passe la soirée avec une autre femme que j'avais rencontrée pendant ce festival et je lui raconte un peu sans lui dire qui c'était, etc. Parce que voilà, il y a des règles de confidentialité, mais je lui dis que je viens de faire une hypnose à quelqu'un et qui vient de me dire que j'étais un ange incarné. Et ou du moins que j'étais un ange aussi. Et elle rigole et elle me dit c'est drôle parce que aujourd'hui j'ai fait cet atelier de respiration qu'elle a fait comme moi, mais elle l'a fait avec quelqu'un d'autre en binôme. Et elle me dit pendant cette méditation ou cette expérience de respiration, j'ai vu plein de visages passer. Et la plupart des visages étaient flous, mais le seul que j'ai vu clairement, et le premier que j'ai vu, c'était le tien. Et à la fin de son expérience, elle s'est retournée avec la personne avec qui elle était en binôme, et elle lui a dit ce qui s'était passé, et elle lui a dit « Mais tu penses que c'était quoi, tous ces visages ?» Et l'autre personne lui dit « Oh, bah c'est juste tous les anges qui sont sur Terre. » Et comment dire ça a commencé à faire beaucoup en une soirée. Mais voilà, je finis la soirée, je rentre me coucher et le lendemain, c'est le départ, donc on reprend le bateau pour retourner à Athènes. Et je passe 2 jours en mode zombie. En plus, à la fin du festival, on récupère son enveloppe avec tous les petits mots que les gens ont pu te laisser, de à quel point t'es incroyable, à quel point ils ont adoré te rencontrer. Autant dire que c'est la chialade dans le bateau. Enfin voilà, je pleure beaucoup. Je suis fatiguée et vraiment c'est ce que je vais appeler après, mais la redescente. C'est comme si t'as été dans des énergies tellement haute et rapide pendant 5 jours que quand les 5 jours se terminent, et aussi j'avais très peu dormi, c'est comme si, j'ai pas pris de drogue, mais c'est comme si j'avais pris des drogues, quoi. J'ai vraiment ce sentiment de redescendre. Et en plus, je me promène dans la ville de Athènes et je vois des anges partout, il y a des sculptures d'anges partout, je vais au musée, il y a des anges. C'est vraiment un peu particulier. Je rentre à Berlin. À Berlin, je retrouve mon chéri. Les discussions avec lui m'ennuient profondément. Pendant 2 semaines, toutes les discussions que je peux avoir m'ennuient profondément. J'ai l'impression que le monde est chiant. Je me demande ce que je fais là. J'ai soif de ces échanges profonds que j'ai pu avoir. Et surtout, pendant que je suis à Berlin, je retrouve un pote là-bas qui, à chaque fois que je le vois, m'appelle ma blonde. Mais le jour où je le vois, ce jour-là, j'arrive, on se retrouve, puis il fait « Ah, salut mon ange !» Et je dis « Mais pourquoi tu m'appelles mon ange ?» Il me fait « Oh, bah, je sais pas, c'est comme ça que c'est venu. » Et pareil, donc dans la semaine qui suit le festival, mon copain de l'époque est barman. Et donc je vais à son bar pendant qu'il travaille et il y a un gars qui s'assied à côté de moi et qui me demande ce que je bois et j'explique voilà mon cocktail qui était d'ailleurs un cocktail non alcoolisé. Et il me regarde et il me fait mais qu'est-ce qu'un ange comme vous boit un cocktail non alcoolisé? Et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Ça a vraiment été le moment où je me dis bon ok, univers, arrête de me hurler dessus, je vais m'intéresser à ce sujet et je vais voir ce qui se passe. Donc c'est aussi, après le festival, ce qui m'a poussée à m'intéresser aux anges, à croire aux anges, à me renseigner un peu plus dessus, à travailler un peu plus avec ces énergies aussi. Mais bref, ça a été un déclencheur de ça. Mais surtout, ça a été... cette personne que j'ai hypnotisée à l'époque, c'était ma 3e hypnose. Et ça a été vraiment la plus impressionnante, je pense, qui m'a donné aussi la confiance de continuer parce que les 2 premières étaient un peu ratées, ou du moins n'étaient pas très parlantes, on va dire.
Et ça m'a vraiment donné l'énergie de continuer. Donc, je dirais que vraiment, il y a eu un avant et un après le festival pour moi, euh, pour pour plusieurs raisons notamment. Mais ça a été, voilà, c'est ce qui m'a poussée à me lancer vraiment. Il y a aussi autre chose qui s'est passé après ce festival, c'est-à-dire que quand on a fini le festival, on fait partie d'un groupe Facebook où il y a toutes les personnes qui ont participé à un de ces festivals, pas forcément le même. Et je remarque dans ce groupe Facebook, quand il y a un e-fester, enfin quelqu'un du festival qui de voyage, qui par exemple passe à Paris, ben ils vont poster dans le groupe Facebook je suis passage à Paris, qui veut venir boire un café avec moi. Et donc j'ai retrouvé comme ça aussi une nana qui est sex coach, que je connaissais pas du festival, enfin je l'avais pas rencontrée au festival, mais que je la rencontre à Paris, et qui a travaillé d'ailleurs pour Mindvalley, qui m'a aussi confirmé ce que je pensais déjà sur Mindvalley et son fondateur. Euh, mais ça m'a surtout donné l'idée, parce qu'après j'ai eu un voyage où je suis partie à New York, de faire la même chose. Et donc quand je suis passée à New York, j'avais laissé dans le groupe, voilà, je serai aux États-Unis, je faisais New York, Boston, s'il y a quelqu'un voilà, qui veut boire un café avec moi. Et donc je me suis retrouvée, je crois que c'était à Boston, à boire un café avec une nana aussi qui allait faire son premier festival. Mais ça m'a aussi donné l'idée du coup de vraiment développer ça. Donc dans mon voyage à New York, j'ai écrit aussi à toutes les personnes que j'ai trouvées sur l'annuaire officiel QHHT qui était à New York, qui étaient aussi des praticiens en hypnose comme moi. Et je leur ai demandé qui est-ce qui veut venir boire un verre avec moi, qui est-ce qui veut me rencontrer pour échanger et tout. Et je pense que j'en ai à peu près une dizaine qui m'ont répondu dans le lot, dont une avec qui j'ai fait une séance du coup, sur qui j'ai fait une séance. Et après on s'est retrouvés à une soirée où on était tous ensemble. Et c'est drôle parce que, en fait, c'était que des collègues d'hypnose qui eux-mêmes ne s'étaient jamais rencontrés en eux. Et que moi, une Européenne qui venait de Paris, je les aidais à se connecter et à se rencontrer. Donc c'était très drôle. Je suis toujours en contact avec deux d'entre eux d'ailleurs. Mais ce côté communautaire me vient beaucoup de ce festival, en tout cas, et m'a montré la richesse que c'était. Donc après ça, j'ai aussi créé mon propre groupe Facebook entre praticiens de la QHHT, dont j'ai été la modératrice pendant plusieurs années. Puis finalement, je l'ai fermé pour être la modératrice du forum BQH, ce qui est une autre méthode d'hypnose. Mais voilà, ça m'a montré l'importance que ça pouvait avoir quand on commence une nouvelle expérience, de se retrouver avec des gens qui sont soit au même niveau que nous ou qui sont un peu plus loin dans notre parcours, avec qui on peut vraiment échanger, se motiver et se confier en fait. Et se confier. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pour cette raison que quand je donne mes formations de detailing, toutes les personnes que j'ai formées se retrouvent aussi sur un groupe Facebook où justement j'essaie de cultiver ce côté communautaire et ce côté cercle qui m'est cher. Donc sache que si je viens un jour faire une formation avec moi, tu auras accès à la formation, mais tu auras aussi accès à toute une communauté de détaillers très très bienveillants. Mais pour te parler un peu avec le recul, les leçons que j'ai pu apprendre de ce festival, ou du moins oui, c'est ça, j'ai pas d'autres mots, les leçons, c'est que la première, en tout cas qui est la plus importante je pense, c'est que à partir du moment où tu mets 300 personnes ensemble, ou que tu as un groupe de gens, peu importe le nombre en fait, tu vas te retrouver avec une micro-société. Donc tu vas retrouver dans ces 300 personnes la même chose que tu vas retrouver dans la grande société. Tu vas retrouver des gens hyper bienveillants, des gens super gentils, mais tu vas retrouver aussi des gens moins gentils. Tu vas retrouver des gens qui ont leurs propres idées et qui sont venus faire certaines choses en particulier. J'arrive pas à traduire en anglais, on dit des gens qui ont leur propre agenda. Je sais pas. Enfin, tu vas retrouver de tout, tu vas retrouver des hypocrites, tu vas retrouver des égoïstes, tu vas retrouver des gens sages, enfin voilà. Tu vas retrouver la même chose que dans une société, mais juste en plus petit nombre. Et ça a été vachement important pour moi de découvrir ça dès le début de mon entrée dans le monde spirituel, parce que je vois beaucoup de gens arriver dans le monde spirituel et penser que voilà, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, alors que non,
En fait, le monde spirituel, comme le monde des coachs, comme le monde des thérapeutes, comme peu importe ce qu'on prend, à partir du moment où tu prends un certain nombre de personnes, tu vas te retrouver avec une micro-société, avec exactement la même chose. Donc ça m'a permis ouais, je pense, de rentrer en étant claire là-dessus dans ma reconversion. Euh, c'est un peu ce que moi j'appelle la désillusion. Mais il y a eu donc une désillusion, enfin par rapport à ça, que voilà, tout le monde était pas forcément tout beau et tout à paillettes et licorne, quoi. Mais aussi que voilà, les gens qui sont sur scène te montrent un aspect d'eux sur scène et que dans la vraie vie peuvent être aussi complètement différents. Donc je pense que ça m'a permis aussi de pas mettre des gens sur les piédestals ou piédestaux, parce que voilà, entre ce qu'ils nous montrent et ce qui se passe en vrai, ben, il y a tout un monde et c'est pas... Parfois c'est très proche et parfois c'est très différent. Euh, j'ai compris aussi à ce festival qui était très axé dev perso, euh, j'ai envie de dire un peu masculin, mais tu vois là, comment hacker les choses, comment faire plus vite, mieux, optimiser, etc. Que ben c'était pas suffisant pour moi en fait. J'avais vraiment besoin d'un côté spirituel. Ce qui m'a manqué pendant ce festival, c'était vraiment le côté spirituel. Je l'ai trouvé un peu chez Jeffrey Allen, je l'ai trouvé un petit peu chez Sonia Choquette, mais j'aurais aimé plus de ça. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas refait de festival par la suite. Euh, Ça m'a aussi donné forcément des connexions que je garde, notamment certaines jusqu'à aujourd'hui. Ma coloc portugaise, on échange toujours encore, par exemple. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir rencontré des âmes frères et des âmes sœurs. Je sais que voilà, si j'ai besoin un jour, je pourrais recontacter les gens que j'ai croisés au festival. Probablement que ce serait comme si on s'était quitté hier. Enfin, voilà, vraiment des personnes qui me sont chères. Euh, j'ai découvert que voilà, quand tu fais du travail comme ça sur toi, en général, alors j'aime pas trop dire vibrer haut parce que quand je dis vibrer haut, j'ai l'impression de donner une hiérarchie aux vibrations. Mais quand tu vibres dans un état qui est pas celui dans lequel tu es habituellement, oui, il va y avoir une redescente. Et c'est pareil, si un jour tu fais une formation en une méthode de dev perso, que ce soit le detailing ou autre d'ailleurs, euh, si tu passes 5 jours avec des gens qui sont très proches, avec qui on devient très intime très vite, avec qui tu vas travailler sur toi, tu libères des choses, etc. Bah à la fin de ça, il y a de fortes chances que tu ressentes des symptômes qui sont similaires à celles d'une redescente de drogue. Voilà. Ça m'a montré aussi qu'il n'y avait pas de hasard dans les gens qu'on rencontrait, parce que clairement, dans le peu de gens à qui j'ai parlé au festival, ça a vraiment été tous des connexions incroyables. Mon seul regret, ça n'a pas été de faire l'atelier avec Jeffrey Allen, parce que bon, à l'époque, je savais pas trop qui c'était. Si je m'étais renseignée un peu plus à l'avance, j'aurais peut-être choisi ça. J'ai fait un atelier avec quelqu'un d'autre où ça m'a pas apporté grand-chose. Mais bon, c'est pas grave, parce que on parle souvent du fait que notre environnement va venir influencer qui on est. Et donc je me demande, voilà, pour moi, d'avoir passé cette semaine-là, au tout début de ma carrière, si on peut appeler ça, au tout début de ma reconversion, à quel point ça a pu m'aider, en fait, à commencer sur des bonnes bases. Voilà. Euh, voilà, j'ai pas forcément la réponse à ça, mais c'est vraiment quelque chose que je me demande. Voilà. Et puis voilà, encore une fois, vraiment la leçon c'est que j'en ai tiré aussi, c'est vraiment le pouvoir de la communauté, que j'aime les communautés, que j'ai envie de faire des communautés, que c'est quelque chose qui est un élément important pour moi dans tout ce que je fais. Et, euh, et voilà, voilà. Je pense que je t'ai un peu tout dit sur ce festival, le avant-après, ce qui s'est passé pendant, ce que j'en ai retiré. Euh, J'espère que ça t'aidera. J'espère que dans tout ce que j'ai dit, tu as retiré au moins une pépite. Euh, je vais mettre des liens dans les notes de ce podcast de choses que j'ai évoquées. Tu pourras découvrir certaines des personnes dont je parle. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un beau moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gate. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans En toute vulnérabilité.